Nous allons commencer. Donc, il s'agit voilà, il s'agit d'une présentation sur le coaching d'écho. Bon, c'est pour certains participants, certains et certaines de mes élèves, vous avez déjà passé on va dire, cette problématique, puisqu'il correspond dans la formation à un devoir numéro 11. Où il s'agit de faire des visuels, des présentations de conseils sous forme de fiches de coaching d'écho. Donc, je rappelle effectivement que ce principe du live, je ne vous vois pas, je reçois vos questions et réponses par un système de chat, et donc voilà, je réponds au fur et à mesure. Moi, je vais discourir sur la thématique. Je vais tout de suite aussi continuer en remerciant mes élèves et anciens élèves. Donc, je cite Lydia, Canva, Monique, Chalençon, Armand Béhari, Delphine Mansecal, Zoé Cardinal, Delphine Krieger. Et je ne les ai pas donc mentionnés, mais j'ai aussi Vola Casanova et Émilie Bouzy. Je n'avais pas écrit leur nom. J'ai aussi des présentations de Tessie Armand et parfois de Kevin Hellman, qui sont des très anciens élèves et qui ont participé à la rédaction de la formation, qui sont devenus auteurs. Nous pouvons continuer. Alors, il s'agit comme thématique de planifier une mission de coaching d'écho. Nous allons le faire en plusieurs étapes. Nous allons passer en revue 5 étapes. Alors, il est tout à fait possible qu'en 1 heure, je n'ai pas le temps de tout passer en revue. Et dans ce cas, je ferai un deuxième live et la thématique planifier une mission de coaching d'écho sera en 2 parties, en 2 lives différents, mais vous avez l'habitude, c'est déjà comme ça que cela a été fait pour la démarche créative et la présentation technique des visuels. L'étape 2, alors nous allons passer en revue les étapes. La première étape, ce sera de se repérer au milieu de quelques anglicismes, c'est-à-dire qu'effectivement, coaching d'écho n'est pas une appellation très française. Donc je le rappelle, en plus, ces anglicismes ne sont pas forcément utilisés tels quels dans les pays anglo-saxons de langue anglaise. Des fois, c'est une appropriation qui s'est faite et puis en fait, eux utilisent d'autres appellations. Donc il faut être très méfiant avec ce principe. En partie 2, nous parlerons de la relation client. Entre autres, la façon d'établir un lien avec le client et sa demande, parcourir le lieu à transformer, analyser le lieu et son potentiel, ainsi que ses inconvénients, analyser en parallèle les attentes du client concernant les espaces, les couleurs, la matière, cahier des charges, le client et le lieu, les envies, les inspirations, les ambiances. De toute façon, la problématique reste très proche des préoccupations générales d'un designer décorateur. Alors, bien sûr, hein, je rappelle qu'il y en a qui font cette formation par plaisir, mais cela peut les intéresser aussi de connaître le sujet, et d'autres qui en ont vraiment besoin pour des raisons professionnelles. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Faites-moi un petit coucou par chat. Donc voilà, c'est bon, très bien. Bravo. Alors, j'ai beaucoup de participants, j'en ai que quelques-uns qui semblent s'exprimer. Il semblerait que nous sommes 77 participants. J'en ai 9 là qui m'ont fait coucou. C'est parfait. L'étape 3, il s'agira de... Ah,
pardon, établir la recherche de solutions, d'idées, concevoir, créer, puiser dans ses ressources, imaginer une présentation personnalisée. Et puis, les étapes 4, eh bien, produire des représentations, représenter à hauteur de la prestation. La demande par le client n'est pas toujours la même, elle peut être différentes selon les budgets que le client est prêt à mettre à disposition. Proposer une approche méthodique et personnalisée, mettre en forme une présentation. Alors avant, il fallait l'envisager, hein, il fallait dans l'étape 3 la réfléchir. Maintenant, il s'agit de la mettre en forme. Par rapport aussi également à sa frise de renseignements, son cadre. Et l'étape 5, il s'agit d'ordonner toutes ces représentations et ces explications, monter les supports, ça vous commencez de connaître le principe, si possible sur un système de diaporama, PowerPoint, de type PowerPoint, et puis ensuite mettre en forme tous ces visuels que vous avez préparés, vos idées, vos textes, imprimer et remettre un livrable à la fin à votre client, c'est-à-dire un document avec lequel il pourra travailler seul et se projeter. Alors bien sûr, on peut déjà l'évoquer ici, le principe du coaching d'éco, c'est en fait briefer un client de telle manière qu'il puisse normalement s'organiser par lui-même, seul, et envisager les transformations. Et pour cela, vous lui laisserez également, en plus de vos conseils, un livrable. Alors, je suis loin du compte, hein. Vous êtes 80 participants, moi j'en avais évoqué une trentaine sur cette liste, on va vite passer, malheureusement je ne peux pas mettre tous vos noms. Je fais coucou à ceux qui sont derrière l'écran et qui me regardent. Alors, nous allons commencer par évoquer certains anglicismes. Comme je le disais, et je le répète, ces différentes appellations, finalement, ne sont pas forcément utilisées dans leur pays qu'on pourrait croire d'origine. Il y en a qui nous sont venus du Canada, d'autres des États-Unis, d'autres qui ont été plus ou moins inventés, peut-être même en France. Mais toujours est-il que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ils sont utilisés. Alors, j'ai quelques messages qui m'arrivent. Peut-être faut-il rappeler qu'il faut communiquer avec vous avec QR non-discussion que vous ne semblez pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire, Sandrine? C'est Sandrine qui me met ce message. Oui, je n'arrive pas très bien à comprendre. Y aurait-il un problème, en fait? Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Est-ce que vous suivez bien mon document? Tout à l'heure, oui, puisque le logo en bas était un peu coupé. Je pense comme la dernière fois, si je vois les messages, j'arrive à les lire. J'ai mon ruban de messages qui est sur le côté. Par contre, je vous réponds en direct. Je ne vais pas vous répondre en écrivant, si ça ne vous ennuie pas. Y aurait-il une autre suggestion de Sandrine par rapport à ça? Tout est OK. Et j'ai écrit discussion, vous avez vu ou non? Séverine? Non, moi oui, mais je suis sur les messages QR, hein, questions et réponses. Donc, si tout le monde pouvait se mettre sur questions et réponses, tout ira bien. Voilà.
Ah oui, parce que vous écriviez en fait sur un autre système. Mais écoutez, moi je suis sur QR et donc j'arrive bien dans ce cas à avoir toutes vos questions. C'est bon? Vous allez pouvoir un petit peu vous organiser, vous connecter? Alors, nous allons reprendre ces mots: mood board, planche concept, brief de départ, early adopter, homestaging, coaching déco, shopping list. Alors, pour tous ceux qui viennent me rejoindre, il est... Alors, oui, il est évident que vous prenez peut-être en cours, ceux qui viennent me rejoindre, donc on parle bien de coaching déco, mais je voulais déjà aborder le problème de quelques anglicismes. Alors, Christine Pouletti, oui, j'aimerais bien me mettre en diaporama, mais le problème, c'est que je n'ai qu'un écran. Si je me mets en diaporama, je ne verrai peut-être plus vos questions. On va faire un test, on va essayer. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Diaporama à partir de la diapositive actuelle. Est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que vous voyez bien comme ça? Est-ce que c'est plutôt mieux? Oui, c'est plutôt mieux. Bon, c'est parfait. Eh bien, on va continuer. Alors, si nous parlons du mood board, le mood board pourrait être traduit par tableau des humeurs de l'air du temps. C'est notre planche tendance, mais souvent associée avec d'autres planches. Des planches ambiance ou de style ou de couleur. Donc, c'est en fonction de la façon dont vous construisez et de vos besoins, de vos projets que vous pouvez créer. On va dire que le mood board, au départ, est comme une planche accrochée au mur sur laquelle vous collez toutes vos impressions, toutes vos sensations, toutes vos idées, vos croquis, vos échantillons. Vous en avez une illustration en bas à gauche. Vous pouvez aussi avoir un peu la même chose sur un carnet de collecte dont vous avez l'illustration ici et un petit peu plus à droite, agrandi, un autre carnet de collecte. Pour la mood board, vous pouvez ensuite la présenter selon une sorte de technique pêle-mêle, soit avec un plan et des vues ou des objets sélectionnés tout autour. Pour la plupart, vous connaissez bien le principe parce qu'on vous demande déjà d'en réaliser dès la page, dès le devoir 2. Vous pouvez également, sur la planche de droite, comme vous le voyez, faire une sorte de photomontage avec une perspective frontale, une autre qui est plus à point de fuite et qui donne une sorte d'impression de restitution d'un lieu, toujours avec des renseignements qui gravitent tout autour. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on vous demande dès le devoir 2, parce que la technique et le travail des visuels va faire partie, va être grandement utilisé tout au long de vos activités de formation, mais aussi de vos activités professionnelles. Bien. Eh ben, ça a l'air d'après les messages, tout a l'air d'être très bien. Vous voyez beaucoup mieux. On continue. Après, la fameuse planche de brief de départ. Là aussi, le mot brief qui est lié un petit peu à bref, qui ressemble et qui en fait est une sorte de rassemblement de synthèse sur les renseignements dont vous avez besoin. Il est très important d'être très organisé et clair dans vos rassemblements d'informations
et de cette façon de les synthétiser, donc tout de suite en visuel est intéressante pour avoir tout sous la main. C'est une planche sur laquelle vous retournerez toujours. Vous n'aurez pas besoin de faire vous fouiller seulement dans les notes, bouts de papier qui s'envolent dans tous les sens. Donc, quand on vous fait faire des planches, non seulement il s'agit d'en faire pour présenter à des clients, pour leur faire confirmer tout ce qui a été vu ensemble, ça peut être aussi pour vous un bon outil de synthèse et de compilation. Sur cette planche de brief de départ, je rappelle qu'il est important de parler de quel projet, de quoi on traite. Ah, petit problème, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, bon, bah, pour conclure, vous savez que cette planche doit... Ah, un moyen de revenir en arrière quand même. Bah, écoutez, c'est bon. Donc, il est important, d'une part, d'exposer, présenter le projet, quelle va être la problématique d'aménagement, de bien indiquer les caractéristiques du lieu, la chambre pour ici, par exemple, bien donner ses dimensions, sa surface. Là, le plan n'est peut-être pas forcément complet puisque nous n'avons pas la longueur ni la largeur, ça c'est important. Il s'agit d'un dessin qui est, on va dire, fait numériquement par un logiciel, mais ce plan peut être fait tout à fait à la main, tout simplement un croquis. Donc, ce qui est important, moi, pour cette planche de droite, c'est de bien distinguer les différentes parties, les projets, les caractéristiques, les objectifs et des informations supplémentaires, et puis aussi des informations par rapport à la colorimétrie. Déjà, c'est-à-dire en fait qu'on parle des envies du client, qu'il lui faudra un dressing, qu'ils aimeraient que ce soit telle palette de couleurs. Voilà, on continue avec la planche concept. Alors, donc vous voyez sur la ligne du dessus, j'ai tous les mots que nous allons aborder. J'ai essayé de les aborder de manière logique, alors que ma liste n'était pas du tout établie de manière logique, mais là, pour l'instant, je m'attarde essentiellement sur les anglicismes. Ce mot concept peut être assez rebutant et énigmatique. Globalement, l'idée d'un concept, quelqu'un qui crée un concept ou qui utilise un concept, c'est un ensemble d'idées, de novateurs en général, qui sont issus d'une création et qui permet donc très rapidement au travers de croquis, d'images, d'illustrations et de recherches, de faire passer une idée novatrice. Ça peut être aussi bien au niveau de technique, mais ça peut être aussi au niveau de la création. Pour nous, en ce qui nous concerne, la planche concept, c'est l'essence même du projet. Vous allez fixer les ressentis, des envies, des impressions, une vision d'un intérieur qui va être créé. Cette planche profile un fil conducteur. Elle permettra de préparer les planches qui suivent, d'ambiance, de tendance et l'émergence du projet. En fait, elle participe à l'émergence du projet à venir et à définir son identité visuelle. Sachez que ce type de planche est utilisé dans d'autres milieux du design, à savoir design de mode, design de produits, hein, même lorsqu'on conçoit un objet, un meuble, il y a comme ça une recherche qui est d'abord un petit peu de l'ordre de l'envie, du ressenti, d'une technicité un petit peu particulière, différente, à part, nouvelle, et c'est exprimé au travers de ces planches. Là, vous avez deux modèles, donc je m'appuie sur les travaux de nos différents élèves qui ont fait des choses qui conviennent. Alors, il n'y a pas toujours, bien sûr, cette fameuse frise de présentation, mais on la retrouve d'une manière ou d'une autre, de manière un petit peu plus discrète parfois,
Ce qui compte là, c'est de bien regarder en fait que c'est un ensemble de visuels qui sont soutenus par un qualifiant et qui donne la ligne de conduite et ce que va l'intérieur qui va être imaginé et produit, sur quelle thématique, sur quel thème, style nous allons surfer en quelque sorte. Les early adopters, alors on en a parlé dans la formation, certains ont peut-être fait attention à cette appellation un petit peu particulière. Moi, je ne l'utilise pas autrement couramment dans mes corrections parce que c'est en fait plutôt une situation, un état. De quoi s'agit-il? Les early adopters désignent les passionnés de nouvelles tendances. Ah, excusez la faute. Ils sont toute l'année, donc ces gens sont toute l'année à l'affût de ce qui vient de sortir, ou même un early adopter va anticiper sur ce qui va être à la mode. Ces gens réactualisent en permanence leur intérieur. C'est un engagement extrême qui les projette dans des scénographies variables, changeantes, au gré des modes et de l'ère du temps. Donc, qui peuvent également s'entourer facilement de mobilier de designers iconiques. Ça, ça leur appartient aussi. Bon, cela demande parfois un petit peu de moyens, mais il y a moyen, il y a des possibilités pour être early adopter en ayant des astuces, en faisant de la customisation également aussi. Alors là, j'ai mis en exemple le fauteuil Louis Gosse de Philippe Starck, qui est bien connu, qui était sorti à une époque. Et dernièrement, on peut noter depuis, on va dire, 4-5 ans, la réédition des fameuses chaises et des fameux fauteuils de Charles et Ray Eames, ces fauteuils baquets avec une coque et des piétements différents, soit en bois, soit métalliques, qui sont répertoriés et qui peuvent s'associer à toute assise. Donc ces early adopters exacerbent souvent les styles, parfois même à outrance. C'est une sorte d'attitude. Voilà encore une autre représentation, on va dire un style un petit peu particulier, qui est très british ou scottish. Ça peut être effectivement une présentation comme ça, très marquée, que ces gens peuvent mettre en scène et adopter. La shopping list ou la liste de courses, eh bien, ça, c'est quelque chose aussi que vous connaissez ou que vous êtes en train de connaître. Elle peut figurer dès le départ dans des études et des projets très simples. Dès que vous êtes sur votre devoir 2, au moment où vous faites la planche projet, il y aura la présence du plan de votre nouvel aménagement, quelques perspectives, et vous pourrez mettre tout autour les mobiliers finalement qui auront été sélectionnés pour l'aménagement et la décoration de votre projet. En particulier, la shopping list arrive sur des projets plus conséquents d'une manière très caractéristique, c'est que normalement, à chaque article présenté, alors soit autour d'un plan, soit une planche elle-même juste de shopping list, ou soit autour d'un visuel, d'un visuel. Je vois qu'il y a quelques nouvelles questions. Alors, je finis ma présentation sur cette page et je reviendrai en arrière. Donc, soit autour d'une perspective issue d'une modélisation, la particularité de la shopping list, c'est de présenter la référence de l'article à côté de son image avec le fournisseur, le diffuseur, le designer éventuellement quand on le connaît, et son prix. Donc la référence, en général, on ne va pas indiquer forcément le numéro, mais au moins son nom, son appellation. Alors, pourriez-vous un peu décrire la différence, j'ai comme question, entre mood board et planche concept?
est-ce qu'on peut utiliser une planche concept pour différents projets avec des résultats différents, mais une même ambiance? Alors là, nous sortons un petit peu du sujet du coaching déco. Alors, la question de Christine, pour revenir, la différence entre un mood board et une planche concept. Un mood board, en fait, c'est une sorte, c'est comme un tableau en liège que vous avez au mur où vous épinglez tout, ou un carnet de notes style scrapping book, où vous collez toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. C'est un recueil, un mood board. Et en même temps, c'est un recueil des idées qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire autour de votre projet, mais vous allez glaner aussi sur ce qui se passe, les inspirations, vous allez mettre des fois des morceaux de magazine découpés, vous allez trier quelques coloris, mettre des extraits de nuanciers. Un mood board est quelque chose qui vous permet de collecter et de vous environner du maximum d'informations, de renseignements qui seraient susceptibles de vous aider dans votre démarche créatrice. Après, la planche concept, c'est plus la planche. Alors, je peux revenir sur les images précédentes. Alors, voici le mood board. Vous voyez, on voit bien à gauche. Hein, c'est un tableau où vous avez plein de choses qui sont collées dedans, des extraits de photos, des échantillons, c'est un collecteur, en fait, quelque sorte. Et c'est d'après ces planches que vous allez justement extraire et sortir la planche, on va dire, concept. Et la planche concept, c'est une sélection au travers de tout ce que vous avez brassé auparavant. C'est une sélection de 5 images représentatives de la direction que vous voulez donner à votre projet. À droite, vous voyez, c'était une planche concept pour une salle de bain. Et donc, les mots qui sont donc utilisés, végétal, naturel, masculin, zen, sont les caractéristiques qu'on devra retrouver dans cette salle de bain. Ici, à gauche, la planche concept, c'était pour une chambre et une pièce à vivre qui était, ça faisait presque une suite en fait. Chaleur, élégance, force et magie, ce sont les éléments qu'on doit retrouver dans cette chambre, enfin cette suite. C'était même pas une suite parentale, c'était une sorte de suite pour une jeune fille dans une très grosse maison. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser différentes planches concept pour différents projets avec des résultats différents, mais une même ambiance? Non, pas vraiment, on ne peut pas dire. Normalement, justement, la planche concept va guider vers une ambiance et associée à des objets tendances. Alors, je rappelle, soit tendance dans une certaine pérennité sur la durée, de manière un petit peu plus neutre, ou une tendance très mode, très actuelle. Bien, alors c'est plus clair pour Christine, c'est parfait. Nous allons pouvoir continuer et revenir à là où nous en étions arrêtés. La fameuse shopping list, alors voilà, elle peut être présentée différemment. Elle peut être présentée différemment que ce qu'on a vu précédemment. Ici, c'est plutôt une shopping list pour un projet de fin de formation qui est déjà conséquent, où là, il s'agit de Zoé Cardinal, une de mes élèves qui a terminé sa formation, avait fait toute une suite de présentations pièce par pièce au travers de son projet. Ici, il s'agit de la cuisine. Elle présente le plan
Alors bien sûr, hein, mes planches, elles sont réduites. Normalement, elles font minimum A3, voire A2, quand on travaille sur des très gros projets. On peut retrouver donc le plan, 3 coupes, une des perspectives parce qu'elle en avait travaillé plusieurs, et ensuite, ici, elle reprend en fait d'une manière un petit peu plate une sorte de catalogue des objets qu'elle va utiliser. Donc c'est très bien travaillé, c'est très astucieux, et sur le côté, avec des numéros, elle représente chacune chacune de ces sélections, en fait, que ce soit de l'appareil ménager, des éléments de cuisine, des sièges, des placards, une baie vitrée, une sorte comment on appelle ça, de verrière. Voilà, c'est quelque chose qui a été très bien maîtrisé, et elle nous aura fait ça pièce par pièce. Ensuite, si nous continuons, ça peut... Voilà la planche suivante, où on retrouve le même principe, mais il s'agissait ici d'une salle de bain. Je ne vous ai pas représenté le plan, les coupes et les perspectives. Là, il s'agit juste d'une planche de shopping list. C'est la liste de courses, en fait, tout simplement. Alors, bien sûr, pourquoi ce langage un petit peu exotique et bâtard? C'est tout à fait surprenant, mais ça va, ça vient, c'est des termes qui circulent. Ça pouvait être intéressant de s'y attarder. Ici, un autre projet, toujours pareil, un projet de fin de formation, une perspective, et sur le côté, la liste de courses. Alors, on n'est pas obligé d'appeler cette planche shopping list, hein. On peut très bien, comme ici, l'appeler planche mobilier. Après, ça peut être mobilier et accessoires de décoration. Voilà, après, c'est à vous de trouver les meilleures idées. Encore un autre terme un petit peu étrange, il y a eu des classes virtuelles à ce sujet, c'est le homestaging, qui correspond à une technique de transformation d'un lieu, donc je répète, une technique de transformation d'un lieu et de rafraîchissement de manière simple et économique. On peut faire la réfection des peintures, quelques réparations en général légères si possible, en partie. S'il faut, bon, on peut faire intervenir quelques entreprises, mais il faut rester dans un petit budget. Il y a la réutilisation souvent du mobilier déjà existant. Soit on le rajeunit par détournement ou par customisation, ou simplement en le repeignant ou en repeignant une partie. Et puis bien sûr, il y a aussi l'évacuation du surplus. Cette technique est souvent préconisée et conseillée à un propriétaire qui a du mal à vendre un bien, un appartement ou une maison. Donc la stratégie consiste complètement à supprimer la stratégie consiste à complètement supprimer la charge émotionnelle encore présente dans un lieu habité depuis de très longues années par une même personne ou une famille. Il s'agit donc de neutraliser et donner une nouvelle identité, plus neutre, plus actuelle. Voilà, le homestaging est une technique en fait qui a tendance à avoir une image collée très fortement avec la vente d'un bien immobilier. Bien sûr, c'est une technique qui peut être utilisée pour soi-même ou pour redonner un coup de frais à votre intérieur. Ensuite, si nous continuons... Ah, pardon. Ah,
J'ai des questions. Flore, comment l'objet est matérialisé exactement sur la planche shopping à partir d'Internet et comment un copier-coller directement sur la planche? Ouh là là. Alors, Flore, si ça ne vous ennuie pas, je vous suggère de me reposer votre question demain par messagerie et éventuellement qu'on s'appelle pour que je vous explique tout ça. Cet après-midi, j'ai eu une élève qui était désespérée parce que son ordinateur ne lui permettait pas d'aller chercher une image sur le net, de la copier sur un document Word. Donc, vous avez peut-être ce même genre de problème. Le mieux, c'est que nous voyions cela directement ensemble, surtout qu'il s'agit, ce n'est pas vraiment l'objet du coaching déco, et justement, nous y arrivons. Alors, en homestaging, y a-t-il un pourcentage du prix de vente à respecter? Oui, c'est autour de 4-5%, pas plus, hein, en investissement. Voilà, il faut que les transformations ne soient pas plus élevées. Par rapport au prix de vente, sachant une information qui peut être intéressante, c'est que ce coût peut être englobé au moment de la vente, de telle sorte que celui qui transforme le logement pour mieux le vendre ne soit pas obligé d'en faire l'avance. Alors, nous y voilà. Le coaching déco correspond à une intervention qui vise à conseiller une personne désireuse de procéder à des améliorations dans son intérieur. Donc, pas pour le vendre, plutôt pour le réactualiser ou bien le réadapter au gré de ses envies. Le client, après conseil, il repart avec un livrable en main que le designer décorateur lui laisse, et il devra pouvoir normalement, suite à cette mission et le livrable que lui a donné, donc bien sûr le coaching déco, vous avez le designer qui passe un moment à découvrir le lieu, nous allons le voir tout de suite après. Il y a des échanges avec la personne et ensuite il y a un document qui lui est laissé et qui lui permet de pouvoir se débrouiller tout seul pour revoir et redonner un coup de jeune à son intérieur. Donc, voilà, en général, comme je le mets tout en bas, cela, c'est une technique qui peut permettre aussi de laisser une certaine liberté au client lorsque lui-même passera le cap de faire les transformations et les changements. Voilà. Nous allons ensuite voir l'étape 2, qui est la relation client. Vous avez donc ces quatre, on va dire, ces quatre actions qui sont importantes, et nous allons un petit peu les passer en revue. Dans l'étape 2, pour la relation client, vous devez établir un lien avec le client et sa demande. Vous aurez à parcourir le lieu à transformer, à analyser le lieu et son potentiel, ainsi que ses inconvénients, et en même temps analyser en parallèle les attentes du client concernant les espaces, couleurs, matières, envie, inspiration, ambiance, tendance, prévision éventuelle d'une shopping list. Pour établir un lien avec le client et sa demande, bien sûr, ce sont les qualités requises que doivent avoir tous les designers décorateurs, c'est-à-dire l'écoute, l'observation, le respect, une certaine empathie, le sens du contact, des fortes capacités d'analyse, des idées et des capacités de projection et de mise en scène. Bien sûr, par contre, l'attitude à avoir, elle est importante, c'est que ces réflexions doivent rester personnelles et filtrées devant le client. Il faut continuer d'établir un dialogue, mais il ne faut pas tout lui déballer. D'accord?
C'est bien entendu, ça, c'est très important. C'est évoqué dans la formation, il doit y avoir une sorte d'attitude de rétention, d'organisation des idées et de distillation du retour que vous allez faire à votre client. Alors, le livrable du coaching déco se manifeste sous quelle forme? Eh bien, nous allons le voir justement. Nous sommes en train d'analyser toute la partie coaching déco, étape par étape. Est-ce que vous allez avoir ce cours en PDF? Non, pas du tout. Vous aurez le live. Vous pourrez le revoir, le réentendre. Colia, nous n'avons pas besoin de trouver les artisans pour le client, ou est-ce ouh là là, la phrase est un petit peu alambiquée. Donc, si je redresse la phrase, la question c'est est-il besoin de trouver les artisans pour le client? Non, normalement, le client ensuite avec une mission de coaching déco doit pouvoir se débrouiller tout seul à la suite. Maintenant, le designer, décorateur qui le conseille peut lui suggérer des adresses. Alors, ben voilà une illustration. Vous avez la particularité, c'est que, eh bien, d'avoir à transformer un lieu où les personnes vivent déjà. Alors, vous serez reçu soit par la famille, soit par une seule personne, juste une personne, peut-être madame, ou que monsieur. Et c'est à vous ensuite de vous immiscer dans l'environnement de ces gens qui vous demandent une mission particulière. Après, dans la relation client, il y a le lieu à transformer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, vous aurez à observer à la fois le client dans son lieu avec délicatesse. Il ne s'agit pas de le transformer en cobaye. Il faut le questionner, noter, analyser, avoir de la retenue et du tact, sonder les envies de la cliente, ça c'est un lapsus. Alors un lapsus, c'est que j'ai mis la cliente, ça aurait pu être le client. Donc il est vrai que la décoration a longtemps été une passion du genre féminin. Et donc c'est souvent en fait madame qui engage cette démarche. Bon, nous n'allons pas généraliser, cela ne veut rien dire du tout. C'est votre client, il sera à chaque fois différent, à chaque visite. Et vous allez partager également ses recherches, parce que le client, souvent, ne vient pas les mains vides, ou plutôt, quand vous le découvrez chez lui, il a déjà fait une sélection sur catalogue, dans des magazines, par Internet, et donc il faut rester bienveillant, toujours avoir de l'empathie. Vous devez avoir aussi déjà un petit peu dans la tête des capacités de projection et de mise en scène, mais qu'il faut différer, à ne pas déballer tout de suite. Alors, pour le devoir 11, alors vous n'en êtes pas là pour certains, je vous mets en garde, hein, il y a de nombreuses étapes à franchir. Eh bien, en fait, vous n'allez pas forcément reprendre la technique du devoir 2. C'est une technique qui peut être un petit peu différente. Vous allez en voir quelques aspects, alors soit dans cette partie ou éventuellement dans un deuxième live que je ferai pour qu'on arrive à tout aborder. Disons que vous avez comme aide une leçon qui vous décrit pièce par pièce. Alors, vous avez déjà chacune des pièces qui sont décrites sur leur fonction en début de la formation, dès la leçon 2, me semble-t-il, enfin très rapidement. Et ensuite, avant d'aborder le devoir 11,
vous aurez à nouveau un travail autour de chacune des pièces, enfin un travail, c'est plutôt une leçon qui vous décrit au travers de chacune des pièces possibles dans une habitation, c'est-à-dire que ce soit salle de bain, que ce soit cuisine, chambre, séjour, salon, la pièce supplémentaire, la pièce extérieure, éventuellement une terrasse, vous aurez toute une liste de suggestions de certaines, comment dire, certains arguments à présenter et à développer. Et ça, nous allons le voir justement ultérieurement. Alors, quand vous découvrez donc ce lieu, je rappelle au travers de cette image que il peut être habité et à peu près meublé, on va dire, ce qui fait qu'en fait la personne qui vous contacte pour cette prestation a besoin d'un coup de rajeunissement, mais il peut y avoir certaines situations où le lieu est vide et en cours de chantier. Rien n'empêche d'ailleurs de projeter et de mettre en place et d'établir une série de conseils auprès de vos clients. Donc, on continue, le lieu et son potentiel. Et maintenant, voici justement, là, il y a un petit aperçu des différentes étapes que nous allons pouvoir mettre en avant auprès de son client. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est des planches établies par des élèves qui sont sur ce devoir 11, qui traitent du coaching déco et qui ont trouvé les ressources dans les leçons. Et dans l'énoncé du devoir 11, vous avez un modèle, un document qui donne un petit peu le ton. L'étude de chacune des pièces doit se faire en 3-4 planches. Et c'est au travers de ces planches que vous allez faire un retour. Alors, c'est peut-être pas très net parce que, voilà, dans certains cas, j'ai mes élèves qui choisissent des écritures un petit peu fines, légères. Là, par exemple, il s'agissait d'une étude sur l'entrée. Quand vous êtes sur la droite, vous voyez, c'est une planche qui est une planche générale de présentation. Vous faites une belle introduction. Ensuite, vous allez continuer en abordant les étapes et les recommandations. Donc, les étapes de transformation, les recommandations. Là, c'est une planche finale de synthèse. On va continuer en suivant avec un autre travail d'élève, toujours une page de présentation. Et vous aurez une planche qu'on n'a pas vue précédemment parce que je ne peux pas forcément tout montrer et je souhaite faire dans la deuxième partie une compilation et vous permettre de vous faire voir un travail et une étude complète. Ceci dit, elle est dans le devoir 11, hein, vous avez un modèle qui est présenté et mis en forme et mis en page dans l'énoncé. Voilà. Vous avez aussi à aborder les astuces et les pièges à contourner. Vous avez des rubriques aussi à présenter sur les fausses bonnes idées, sur tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, alors qu'on croit que c'est l'idée géniale, et la bonne idée qui peut être des fois présentée pleine planche, comme ici, bon, jouer sur la transparence. Vous aurez une autre étude, un autre travail avec des idées qui pourront être complètement différentes. Chaque personne, ensuite, chaque élève, chaque client donne une étude différente. La présentation également est différente. Bien, alors en même temps, il faut analyser les attentes du client. Donc, justement, les planches précédentes, je les repasse comme ça brièvement, permettent déjà que vous ayez en tête les recommandations
les astuces, les pièges, les fausses bonnes idées, la bonne idée à retenir, qui va se profiler et que vous aurez à mettre ensuite en page comme ceci, en planche bien particulière et qui va au-delà de la technique du devoir 2. Et cela répond à la question de Justine qui était sous quelle forme se manifestent ces planches. Donc on a toujours des planches, mais qui sont avec une présentation maîtrisée, régulière, selon chaque personne, mais différente selon chaque personne. Alors, Sandrine, pour ce devoir 11, bon, alors j'ai répondu. Est-il possible de demander plusieurs visites du lieu au client à plusieurs moments de la journée? Bah oui, bien sûr. Hein, après, c'est vous qui menez votre mission. Hein. Je rappelle bien qu'on appelle ça une mission de coaching déco parce qu'en général, c'est payé forfaitairement. Le prix est établi dès le départ et vous êtes payé à la mission. Vous convenez du prix avec votre client pour une quantité de travail particulière. Si nous continuons, donc, alors, vous avez ici à analyser les attentes du client. Donc, en parallèle, ça, c'est comme le mood board. Les carnets de notes font partie de vos outils de compilation et il y a des questions qui seront intéressantes à se poser. Et vous voyez, ces documents sont en fait des documents de synthèse que vous laisserez également au client. Ici, c'est un montage. Vous avez un montage qui se fait comme vous avez l'habitude maintenant pour faire vos planches, c'est-à-dire en copiant, en collant sur un support numérique. Quand vous allez faire vos planches, admettons que vous ayez prévu 3, 4, 5 planches par pièce, vous aurez différentes étapes, celles que nous avons vues précédemment, la page de présentation, donc comme nous avons vu les étapes, les recommandations, puis ensuite les idées, les fausses bonnes idées, tout ce que nous avons vu. Mais vous avez aussi des petites recommandations très spécifiques. Alors, vous voyez ce document en haut à droite, nous allons le regarder un petit peu plus agrandi, où il y a des questions qui peuvent être récapitulées dans une planche de synthèse. Bon, vous commencez déjà de noter tout cela dans votre carnet de notes, mais vous pouvez présenter à votre client une sorte de feuille un petit peu vivante comme ça, pense bête, où la cliente même, le client pourront rajouter des choses à coller dessus ou dedans ou en plus. Donc, du genre, par exemple, alors, apparemment, j'en ai qui lèvent la main. Est-ce que c'est qu'il y a des questions? Alors, j'ai un petit souci, là, ma liste, elle ne veut pas rester bloquée. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme... Pouvez-vous nous donner un exemple de fausses bonnes idées? Je ne suis pas certaine de bien comprendre, Mona Rose. Par exemple, alors, je vais vous dire la fausse bonne idée, des fois, elle peut être très différente selon un designer, d'un designer à l'autre ou d'un client à l'autre. Admettons dans l'entrée, par exemple, de ne prévoir ou d'installer qu'un porte-manteau pour recevoir tout ce qui est manteau, chapeau, parapluie, en se disant, oh là là, ça va faire un effet, ça va faire un genre, ça va faire un beau bouquet. Et puis en fait, tout risque de se superposer, se renverser, tomber et finalement que ça devienne un fiasco complet. Voilà, ça pourrait être le genre de fausse bonne idée. Alors, j'ai des élèves qui lèvent la main, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Si vous pouviez me poser vos questions dans Q et R,
questions et réponses. Je vous répondrai en direct. Sur ce document que vous voyez, donc, voilà le genre de renseignements que vous pouvez noter. Un petit croquis du plan qui me convient, à qui faire appel. Alors, après, on pourrait rentrer et un petit peu lire entre les lignes. Par exemple, à qui faire appel, ce sera un cuisiniste, ou un poseur indépendant, ou un plombier, ou un électricien. Donc, avec, dans le détail, la description des avantages et des inconvénients. Dans quel ordre je procède? Par exemple, ici, choisir d'abord les meubles. En revanche, c'est par le sol qu'il faudra commencer les travaux. Vous voyez le genre d'idées et de recommandations que vous pouvez compiler pour votre client. Ne pas oublier de prendre le temps de bien choisir les matériaux de le matériau de votre plan de travail. C'est au quotidien que vous apprécierez une qualité. Et voilà, donc différentes informations. Les pièges à éviter, ne transformez pas votre cuisine en bloc de placards sans vie, sous prétexte de placer le plus de rangements possible. Alors, ceci dit, en même temps, c'est la mode depuis quelques années des murs de placards avec les fours incrustés. Et ça peut faire des ensembles très beaux. Et à côté de ce mur de placard, dans une cuisine, d'avoir l'îlot central qui souvent maintenant est rectangulaire, allongé, et qui reçoit l'évier, la plaque de cuisson et au-dessus la hotte, et des emplacements pour préparer la cuisine et éventuellement mettre à table les convives. Donc, je pense que vous avez déjà un petit aperçu. De toute façon, nous serons amenés à y revenir. Mais ça doit être une mine d'informations, ce document que vous allez laisser. Le plan qui me convient, alors pareil, ça veut dire que le designer laisse la possibilité au client de choisir en mettant les différents avantages et inconvénients. En général, il y a des conseils qui peuvent être, on va dire, techniques, universels, le fameux triangle de préparation dans une cuisine. Je prends dans le frigidaire, je nettoie, je trie, je nettoie ensuite dans l'évier. Ensuite, je prends mes ustensiles pour mettre à la cuisson. Et il y a toute, en général, une description de la manière dont on agit dans une cuisine. Ce que vous trouvez dans les leçons qui seront liées à tout ce qui est ergonomie. C'est dans le tome 6 que vous trouverez ces renseignements. Lorsque nous préparons le projet avec un client, voilà une question de Sandrine, peut-on lui parler d'architecture d'intérieur? Tomber un mur, par exemple, on doit se limiter à l'existant? Point d'interrogation. On en revient toujours au même. Nous vous proposons une formation de designer d'intérieur et de décorateur parce qu'on ne veut pas utiliser le terme d'architecte d'intérieur. Cela correspond à un niveau de formation et de connaissance des matériaux que nous ne proposons pas. Donc, vous pouvez éventuellement faire tomber des cloisons qui ne sont pas porteuses. À partir du moment donné où vous faites tomber un mur qui est porteur, il devra être relayé par une poutre qu'on appelle reprise en sous-œuvre. Et dans ce cas, vous devrez travailler en collaboration avec soit un architecte des PLG, soit un architecte d'intérieur, soit une entreprise générale ou une entreprise, on va dire, de maçonnerie, la condition étant que ces personnes aient à chaque fois bien souscrit une assurance.
plusieurs assurances même parfois, donc la décennale, et puis dommages et ouvrages. Donc nous n'allons pas développer davantage, mais voilà, ça reste le même problème. Quelle que soit l'étude, que ce soit coaching déco ou une étude tout à fait normale, avec, comment dire, un suivi régulier avec le client, alors que le coaching déco, vous avez quelques visites et vous lui laissez un livrable pour qu'il se débrouille seul. Et dans ce cas, dans les deux cas, il faut que vous suggériez la personne de faire intervenir des personnes ayant une assurance. L'étape 3, il faut chercher des solutions, trouver des idées, concevoir, créer, épuiser dans des ressources. Donc, il faut avoir une bonne connaissance des pièces, une bonne connaissance acquise durant toute la formation. Vous l'avez donc en début de formation, pièce par pièce, pour identifier plutôt les fonctionnalités des pièces, pièce par pièce. Et ensuite, vous avez, avant le devoir 11, une leçon qui vous permet d'avoir plus dans le détail les critères, comme nous l'avons vu précédemment, de recommandations, de méthodes, des idées, les fausses bonnes idées, des conseils à donner, un éventail de possibilités et des petites astuces, dans quel ordre procéder, bien faire attention lorsque vous faites le choix de telle ou telle chose. C'est vous qui allez placer ces recommandations au fur et à mesure pour un client, pour votre client, et les mettre en page, on pourrait dire les mettre en scène sur des planches. Voilà, donc c'est globalement tout un travail. C'est en connaissant bien le principe de fonctionnement des présentations coaching déco aussi que vous saurez bien vous imbiber des informations nécessaires autour du client, autour du lieu, mais aussi trouver les solutions, et les idées et concevoir. Alors, vous voyez donc sur ce document que c'est intéressant de... Voilà, je remercie entre autres Armand Béhari qui nous a fait ce travail. En dessous, c'était un travail de Tessie Armand. Ce sont des petites recherches et des croquis qui peuvent être faits rapidement. Alors, je dis bien peuvent être faits rapidement lorsqu'on a la technique. Mais la technique, ça s'apprend. Et je recommande, et je le redis, lorsque vous abordez le dessin, que vous avez fini avec les perspectives, ne sautez pas à pieds joints la leçon 19. La leçon 19 donne des indications, et je vous recommande de refaire les exercices du dessin de la chaise de Charles et Ray Hens, étape par étape, et sa coloration, et ainsi que le fauteuil bleu. Là, vous avez toutes les astuces du dessin, on va dire, un petit peu aquarellé, avec un mix de crayons de couleur et de feutre. C'est un savoir-faire qui donne ce genre de dessin. Et j'aimerais avoir beaucoup plus d'élèves qui sachent les faire, parce que pour l'instant, je reste très perplexe. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à me proposer ce travail. C'est un entraînement, il faut y passer un petit peu du temps, et surtout, il va vous servir pour la démarche créative dans le devoir 12. Étape 3, puiser dans les ressources. Bon, ben voilà, c'est ce que je disais. Vous devez avoir sous le coude la fameuse leçon qui vous détaille pièce par pièce toutes les recommandations, toutes les étapes, les idées, les conseils, les fausses bonnes idées qui sont répertoriées pièce par pièce. Alors bien sûr, j'ai beaucoup d'élèves qui me font presque comme un copier-coller, mais vous pouvez apporter votre jugement, votre grain de sel, vos idées. J'en ai qui me le font plus ou moins.
Ensuite, donc, dans ces qualités, vous voyez, puiser dans les ressources, vous avez donc toujours, je le répète, les qualités requises, celles du designer décorateur, bien connaître ses ressources, travailler avec le support de formation sur les idées et préjugés autour de l'aménagement de certaines pièces, ressortir les conseils, les astuces, parler tendances, ambiance, concevoir des volumes, des formes, une occupation d'espace qui diffère selon les choix, ressentir les ambiances, des palettes de couleurs, les matériaux, apporter une vision globale. Il faut des fois être un petit peu visionnaire pour soumettre des idées. Hein. Vous avez normalement, quand vous allez approcher les missions de coaching déco, vous avez déjà un petit peu une expérience. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que justement vous mettiez à profit ces différentes expériences pour cette préparation de dossiers coaching déco. Voici par exemple le genre de dessin et de représentation qui peut aussi être présenté comme beaucoup de planches. Donc c'est un résumé ou une condensation, un condensé, on va dire plutôt, d'un plan, d'une perspective, de mobilier, donc un début de shopping list. On retrouve certaines techniques que vous avez abordées dès le devoir 2, 3 et 4. Il ne faut pas le nier. C'est des choses que vous pouvez réutiliser pour des présentations. Imaginez une présentation personnalisée. Bien, ben c'est important. Chaque livrable que vous allez laisser, chaque document que vous allez laisser à chacun de vos clients doit être structuré, avoir de l'allure, donner une impression de professionnalisme. C'est pour cela que dès le début de la formation, nous insistons sur les documents que vous êtes en train de construire. Et bien, c'est quelque chose qui ne doit pas être perdu de vue tout au long de la formation. Vous aurez à réutiliser ces modes de présentation avec le devoir 9, 10, 11. Et c'est quelque chose qui devra être complètement présent pour le devoir 14. Alors, quelques illustrations. Vous voyez, je rappelle cette fameuse planche, on va dire, type que vous avez dans vos annexes, qui a été réactualisée avec la suggestion que vous ayez en haut à gauche, en gros, votre logo, tout de suite à côté en plus petit, votre nom, prénom, le type de planche, le nom du projet, plus éloigné, c'est-à-dire l'aménagement en cours, et puis tout en bas, une ligne, on va dire, logistique, où on rappelle votre nom, votre prénom, le numéro du devoir, l'école, le mois, l'année. Et le numéro de planche, très important, le numéro de planche en bas à droite. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vous devez être toujours créatif, la personnaliser à votre image, à votre envie, ou selon votre client. Là, j'ai des exemples différents qui ne sont pas forcément de coaching déco. C'est simplement pour vous montrer les différentes possibilités, ce qui existe comme on va dire, visuel. Mais à chaque fois, on retrouve. Alors, certaines personnes se servent de leur nom comme logo, hein, ou le remettre plus loin. C'est plutôt même le logo de leur enseigne, de leur future agence. Quel que soit l'ordre et la combinaison, on doit retrouver ces informations. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons nous arrêter là. Je vais répondre aux dernières questions. Après, nous passerons à l'étape 4 et 5, mais à l'occasion d'un prochain live. L'étape 4, ce sera représenter à la hauteur d'une prestation, utiliser des visuels à main levée,
avec des instruments, des photomontages, des logiciels 2D, 3D. C'est la problématique que vous connaissez globalement pour l'ensemble de vos projets. Ça, il n'y a pas de souci. Mettre en forme une présentation personnalisée, eh bien, ce que je vous ai montré précédemment, il faudra que vous fassiez non seulement donc la recherche, mais après, il faudra la concrétiser. Voilà. Ce que je peux donc vous proposer maintenant, c'est de répondre à vos dernières questions. Et puis, nous nous en arrêterons là pour ce soir parce que nous sommes en train de dépasser le temps. Et puis, nous recommencerons sur une deuxième partie pour la suite où nous verrons donc la mise en forme on va dire, des idées, des représentations, les techniques. Il y a différentes techniques aussi pour proposer des visuels, enfin des dessins à vos clients. Ça peut être ceux que vous connaissez, classiques, travail à main levée, recherche à main levée en partant donc sur une feuille blanche, faire le montage avant-après également. Vous pouvez faire une modélisation, cela prend du temps, il faut que la prestation et le financement permettent de faire cette modélisation pour proposer des perspectives. Vous pouvez aussi travailler sur photo avec le blanc Posca qui, par surimpression, vous pouvez dessiner la nouvelle disposition de mobilier et d'accessoires. Donc, ça peut être une solution parmi tant d'autres. Alors, encore une question de Mona. Pouvons-nous, en tant qu'auto-entrepreneur, être en collaboration avec des magasins de déco pour certains projets si cette dernière est acceptée par le client? Mais disons que vous pouvez suggérer au client, mais vous ne pourrez jamais lui imposer. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, ce qui peut permettre des fois, dans ce cas, d'infléchir la décision, c'est si vous, par cette association et cette entente, vous arrivez à avoir de meilleurs prix. Alors voilà, Frédéric qui doit nous quitter et Sonia aussi. Donc nous allons conclure et terminer ainsi. Une dernière question, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que je vous ai déjà donné pas mal d'informations et nous reprendrons sur un visuel qui continuera le coaching déco. Je ferai une sorte de petit résumé étape par étape, mais très brief, pour pouvoir ensuite davantage approfondir l'étape 4, l'étape 5, alors l'étape 4, produire les représentations, l'étape 5, c'est finaliser les livrables et les derniers conseils et les modalités éventuellement ne pas oublier voilà, qu'il y a eu un paiement qui a dû se faire et vous devez réclamer le solde. Il y a différentes petites choses comme ça à savoir. Et puis surtout, c'est que je vous donnerai à voir différents travaux complets et suivis de certains élèves. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et vous laisse. À très bientôt. Merci de votre présence. Merci. Merci à vous tous. Nous terminons en étant 62 et je vous remercie à tous mes élèves plus anciens et plus récents. À bientôt. Au revoir.